Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard est heureux de vous accueillir ce soir avec l'aide du Conseil général qui met à notre disposition cet auditorium. C'est bon de le rappeler parce que vous l'aurez constaté, les conférences que nous vous proposons sont d'accès libre. Et dans la période de difficulté que nous connaissons tous, nous essayons de maintenir le même nombre de conférences par cycle, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, je remercie les intervenants qui ont tous fait un effort pour nous aider à maintenir ce cycle qui, pour la 12e année consécutive, vous réunit. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir le président du CAUE, monsieur Yvan Verdier, qui va vous dire un petit mot de bienvenue. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. L'honneur, non, parce que c'est vrai que je ne suis pas souvent là, je le dis, mais parce que avec mes activités de conseiller général, bon, c'est pas toujours facile. Mais je peux vous dire que c'est tellement bien par ce que fait Anne-Marie que derrière, vous savez, le président du CAUE, le président du CAUE, j'étais de ceux j'ai souhaité que nous gardions et conservions ces réunions. Et ça, on sait que ça a un coût financier. Croyez bien que dans les années où nous avons même quelques petits problèmes aussi, comme toutes les associations, il est toujours difficile de joindre les deux bouts. Mais je pense que c'est important, et pour moi, c'est la dernière année, puisque dans quelques jours, je peux dire quelques jours, c'est pas quelques mois, je ne serai plus président du CAUE, puisque je ne serai plus conseiller général. Mais j'espère, je souhaite que mes collègues qui vont me succéder, ma collègue ou mon collègue qui va me succéder, auront le même esprit que j'ai eu avec le CAUE. Hein. Et puis, je crois que cet esprit-là, je peux l'exprimer parce qu'il y a une personne dans la salle qui est là, hein, et que j'ai commencé à travailler avec lui en 1983. C'est il y a quelques années. C'est François Confineau, il est au premier rang. Nous habitons tous les deux le même village, mais je crois que c'est à partir de ce moment-là que ça m'a donné le goût et l'expérience de travailler avec les architectes. Et puis, je voudrais quand même rappeler à Pascal Boivet, que je connais aussi depuis de nombreuses années, puisque je ne vais pas dire la date, parce que vous étiez un couple, et je le sais très bien, et vous aviez à l'époque travaillé pour mon frère. C'était dans les années 80, si ma mémoire ne flanche pas. Voilà, c'est simplement, je voulais quand même ce soir être présent pour dire à Pascal Boivin que je travaille toujours avec lui, puisque j'ai une autre activité, que c'est la CEMIGA, la Société d'économistes, qui produit du logement social, et il a eu un beau projet avec nous qui n'est pas terminé encore. Hein, elle est livrée, mais enfin, il y a encore quelques petits trucs qu'il faut rappeler à l'architecte. Allez, j'en profite pour le dire au bon moment et au passage. Voilà. Merci à tous. J'espère que... Et je vous reverrai, je crois, encore une fois, hein, parce que je serai là pour mon ami François Confineau dans quelques jours. Merci à tous et bonne soirée. Donc merci à Pascal Boivin d'être là ce soir, de nous donner cette conférence qui est une première. Pascal qui est architecte, urbaniste, mais qui a une pratique et une approche de l'architecture enrichie par d'autres compétences telles que la géobiologie, et une approche qui relie l'architecture et le sacré. Je pense que voilà, vous allez être séduit. À toi, Pascal. Bon. Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir fendu l'hiver pour arriver jusqu'ici. Donc, je vais vous parler d'architecture, mais l'architecture va être en filigrane. Je ne vais pas vous présenter beaucoup d'images d'architecture. Tout va se passer de façon un petit peu sensible, sous-jacente, en filigrane de cet exposé. Je parle souvent d'architecture sacrée qui n'a rien de religieuse pour moi. C'est plutôt une architecture énergétique.
Et pour moi, architecture sacrée, c'est un pléonasme, c'est-à-dire que l'architecture, dans sa démarche, dans ses fondements, est forcément sacrée. Voilà. J'ai rebaptisé ce que je fais, le travail que je fais, architecture initiale, parce que l'architecture sacrée, des fois, ça braque plein de gens. Le côté initial, c'est que je cherche à aller à la source de ce qu'est l'architecture, de ce qu'est le questionnement de l'homme avec l'environnement et comment il intervient pour son habitat, pour ses activités, pour ses constructions, comment il entre en interaction avec cet environnement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui part du photon et qui va jusqu'au codon. Tout part de l'étoile mère, c'est-à-dire que toutes les informations qui ont permis la création du système solaire, de notre planète, des minéraux, des végétaux, de la vie et de l'homme, donc de la conscience de l'homme, partent du photon. Toutes les informations sont contenues dans le photon et toute l'aventure qui va passer par la création, par l'homme, par la conscience que l'homme a de la création, va finir sur la double hélice de l'ADN. Donc il y a un grand voyage qui se fait et l'architecture sacrée va ponctuer quelques-unes des étapes de ce voyage. Ça, c'est mon fil rouge. Je pars du photon de cette information. On va retrouver ces mots tout au long. Ça me sert plus à moi pour suivre le fil de l'histoire. Je les traduirais de comment on sent les lieux, comment on aborde un terrain, comment on intervient sur un terrain, qu'est-ce qu'on en fait, quelles leçons on en tire, pour quelle finalité. Voilà, ces mots-là, ils veulent dire cette histoire-là. Je vais sauter les titres. Quand j'ai commencé à aborder l'architecture sacrée, plus je questionnais, plus je glanais de l'information, plus l'abîme de questions s'ouvrait sous moi. Et donc aujourd'hui, je suis rentré à l'école d'architecture en 1975, donc ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je me pose tout un tas de questions. Et je dirais que j'ai commencé à esquisser le petit morceau qui sort de l'iceberg et que plus je creuse, plus il y en a en dessous. Donc cette conférence va à la fois parler de ce qui se voit, de ce qui émerge, mais aussi beaucoup ouvrir des portes sur ce qui ne se voit pas. La première notion que je voudrais aborder, je la tiens d'Annick de Souzenel, que j'ai rencontrée il y a même pas un an. C'est une femme qui a fait des écrits majeurs, qui est une mathématicienne à l'origine, qui traduit la Bible en hébreu. Vous savez que la Bible a été écrite en hébreu au début, elle a été traduite par 72 sages grecs, c'est les Septante, et puis ensuite elle a été traduite par l'Église en latin, puis dans les langues occidentales, et à chaque fois il y a eu des pertes de traduction. Et Annick de Souzenel n'arrête pas de rappeler que le premier mot de la Bible, c'est-à-dire le premier mot du livre de la Genèse, le Bereshit bara Elohim, Dieu créa le ciel et la terre, et qui est traduit par donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, elle nous dit, ça n'a jamais voulu dire au commencement, mais dans le principe. Ce qui veut dire que toute l'histoire qui va se dérouler derrière ça ne s'inscrit pas dans une historicité, dans une continuité depuis l'origine, mais s'inscrit à partir de l'ici et maintenant. C'est-à-dire que dans le principe, ça veut dire que le principe est ontologique, il est de toute époque, et que toute cette histoire commence à la seconde présente. Ceci est fondamental parce que dans tout acte créateur, donc un acte architectural, on ne porte pas l'histoire, même si elle est citée en référence bien souvent. L'acte créateur est souverain et immédiat. Je vais vous inviter, pour avancer dans cette soirée, à vous connecter à une intention. Vous dire, voilà, j'ai l'intention que cette soirée, ce moment que nous allons passer ensemble, m'ouvre des portes, ou si vous avez des envies, des choses qui vous tiennent à cœur, puis que vous avez un petit peu du mal à mettre en route en ce moment, de dire, voilà, tout ce que je vais recevoir comme information, ça va alimenter le moulin de mon projet. Ou s'il y a ce qui peut arriver, un gros souci en ce moment, quelque chose qui vous plombe un peu, de dire j'ai l'intention que les informations qui vont être développées ici
m'allège et peut-être me donne des informations. Voilà. La notion d'intention, pour un bâtisseur, c'est fondamental parce qu'on va bâtir, on va construire autour de cette intention. S'il n'y a pas d'intention, on construit dans le vide. Et la coquille vide se remplit par le premier squatteur venu. Si on n'a pas mis d'intention au départ, l'histoire ne peut pas se dérouler. Et on a tous derrière nous, je trouve que ces images de Francesco Paolari sont très évocatrices, c'est-à-dire on a tous des rêves et des projets à l'intérieur de nous. La première fable, j'ai appelé ça fable parce que tout ce que je vais dire, tout est vérité et tout n'est pas vérité, parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles et auxquelles vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Comment fait-on pour rencontrer un terrain ? Quand on arrive sur un terrain, pour s'y promener, pour le contempler ou pour construire, on a des impressions, des a priori, des évocations. Moi, je voudrais vous faire sentir comment on l'approche de façon sensible. Là, on a un terrain qui est un petit peu chahuté, on sent qu'il y a une montagne ou une colline qui a du caractère, la végétation a un petit peu du mal à s'y accrocher. Puis il y a ce triangle d'ébouli, voilà, qui vient un petit peu de façon anachronique, qui a été lissé, polissé par l'activité des hommes. Et on voit par l'ombre des arbres où peut se trouver l'orientation. Et on rentre de cœur à cœur avec le terrain. Il ne s'agit pas seulement de se dire, voilà, c'est un terrain à bâtir, on va construire dessus. Non, on rencontre le terrain comme si c'était une personne, comme si on allait à la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on va être curieux de cette approche. L'énergie des lieux, quand on fait de la géobiologie, on teste l'énergie des lieux. Alors il y a des gens qui disent, mais moi je sens rien. Dit qu'il y a des lieux, ils vous parlent parce que l'énergie de la Terre, elle est là, et il y a des endroits de la Terre qui sont là, qui affirment leur énergie. Il y a des lieux qui sont habités. On peut sentir comme des présences. Bon, voilà, sur cette image, on sent qu'il y a presque des formes anthropomorphiques là, qui sont. On sent que le lieu il y a quelqu'un. Voilà, après, chacun va avec sa sensibilité. Il y a des gens qui sont très fermés, qui disent voilà, c'est des cailloux et oui, c'est beau, voilà. Il y a quelques jours, j'étais à Cantercel avec un groupe d'étudiants. Cantercel, c'est un centre d'architecture expérimentale. Et il y avait une jeune architecte qui me disait, mais comment tu fais pour sentir l'énergie des lieux ? Alors, je lui disais, tu vois, à côté, il y a le mont Saint-Baudile, il y a une antenne dessus. Eh bien, toi, tu es la même avec ta colonne vertébrale. Et tu as un système nerveux qui est attaché à cette colonne vertébrale. Et quand tu marches, tu ratisses, voilà, comme un fil à papillon, comme un attrape-rêve, et tu sens. Alors, il ne faut pas rester dans le cerveau, il faut descendre à l'intérieur de son corps, de son cœur, et sentir quel est le sol qui nous porte. Ici, dans ce bâtiment, on peut se connecter, on est sur une dalle de béton, mais dessous, il doit y avoir les limons du Vistre, et puis un peu plus en dessous, il doit y avoir un peu le relief karstique de Nîmes. Voilà, et on peut sentir les étages, sentir s'il y a de l'eau dessous. Bon. Et après, ça se développe. Bien évidemment, tout le monde n'est pas sourcier, tout le monde n'a pas ses connaissances, mais vous verrez que si vous entraînez un petit peu, vous voyez que ça picote, on sent des choses dans son ventre. Et on rentre en communication avec les lieux. Voilà, tous les gens qui ont une approche sensible des lieux, qui soignent des lieux, fonctionnent comme ça. Et c'est accessible à tout le monde. On s'est pas réservé à des radiesthésistes ou des gens qui ont étudié ça. C'est accessible à tout le monde. On peut le faire tous. Si on descend plus bas, vous descendez, 80 km en dessous, il y a du magma. On ne pense jamais qu'il y a du magma. Voilà. En dessous, ça bouillonne. Quelques kilomètres sous nos pieds, ça bouillonne. C'est là. On pense jamais. On voit le soleil qui sort chaque matin, qui se couche chaque soir, qu'on contemple. Le magma est là. Il est sous nos pieds. Il est en ébullition. C'est une réalité. Donc la Terre nous parle, le cosmos nous parle, on reçoit des tas d'informations par le cosmos, et nous cheminons entre terre et ciel, et nous recevons toutes ces informations comme le monde végétal le fait, comme toute la vie le fait. Le monde végétal est connecté, racine en terre, frondaison ouverte dans le ciel, et
dispense sa vie et ses bienfaits dont nous profitons chaque jour. Les Chinois disent qu'il ne faut pas construire sur l'échine du dragon. Dans le monde médiéval, on appelait ça la vouivre. C'est cette énergie de la terre qui court sous le sol. Donc j'ai trouvé que cette photo, elle était assez évocatrice. Il y a une espèce de monstre du Loch Ness là, qui s'est sédimenté dans la roche. Il me fait des soubresauts. Et cette énergie de tellurique, les anciens savaient la canaliser, et ces jaillissements du sol qui montent vers le ciel, qui sont ceux qui ont construit notre hélice d'ADN, ils ont été canalisés dans l'architecture sacrée, traditionnelle, par ces volutes qu'on retrouve dans le vivant, mais qui étaient canalisés. Donc c'est la même spirale que celle de la baignoire quand on tire la bombe. La Terre tourne et l'énergie de la Terre jaillit et fait fonctionner des spirales, et le vivant va surfer sur ces spirales d'énergie. L'homme ancien sentait les lieux de résurgence de l'énergie et il marquait son empreinte. Il fallait quand même être un petit peu motivé et sentir quand même quelque chose d'assez fort pour aller se coltiner des cailloux comme ça et les redresser et les mettre dans un endroit précis. Je ne rentre pas dans le à quoi ça sert, pourquoi ils ont fait ça, c'est juste noter que cette force de conviction pour arriver à ériger de telles pierres. À la même époque, il y avait cette autre écriture, et cette autre écriture, elle compose avec le jaillissement de la terre, mais il y a quelque chose de fondamental en architecture, c'est qu'on arrache un morceau de cette terre, on va le porter en lévitation, là où il y a cette énergie, et on va la tenir comme en tension sur des points d'appui, comme une membrane vibrante, comme la membrane d'un haut-parleur qui va recevoir tout le message du cosmos et toute l'énergie de la Terre et restituer la synthèse des deux. Voilà. Et l'homme va honorer ses sépultures dessous, va faire des rituels, et avec ces deux premiers éléments que sont le menhir et le dolmen, on a vraiment le b.a.-ba de l'architecture, de la colonne et de la voûte, de la colonne et de la dalle, qui vont être les fondements de tout ce qui va se faire après. De prendre un morceau de la terre et de le poser au-dessus de nos têtes pour abriter nos activités, tous les hommes et tous les bâtisseurs et tous les architectes ont accompli symboliquement cet acte-là. Peut-être pas avec la même conscience, mais tous l'ont fait. Cette architecture préliminaire, vraiment déjà associée, cette énergie de la terre et cette célébration du ciel. Et cette célébration du ciel, elle s'est concrétisée par l'observation de la course des astres. Et l'homme ancien a commencé à observer là où se levait le soleil, là où se couchait, selon les dates. Et il a posé des jalons et il a construit les premières horloges du temps. Ce qui me fait dire que l'architecture est la première horloge du temps. À cette époque aussi, l'homme prenait conscience que ces morts, ce n'était pas qu'une dépouille qui inanimée, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait, qu'il fallait accompagner. Il a pris conscience aussi que quand il semait, quelques mois après, il récoltait. Et il y a des marques du temps aussi qui ont été faites pour jalonner le temps, compter le temps. Ce qui me fait dire que la mort et les récoltes sont aussi mères de l'architecture. Et que donc, avec l'architecture, est née la conscience du temps. C'est-à-dire que l'homme ancien qui baignait comme un animal dans un océan de réalité, mais sans avoir conscience que le temps se déroulait, à partir du moment où il a eu conscience que le temps était ponctué, il l'a matérialisé dans des constructions de pierre. Ce deuxième chapitre, je vais vous parler de symbolisme. Là, on parlait d'énergie, de la terre et du ciel. Là, c'est le symbolisme qui va aussi être important dans l'architecture. Le premier symbole, c'est le cercle, parce que le cercle est de tout temps le symbole du ciel, c'est-à-dire des informations qui sont, je dirais, non formalisées,
Et tant que les peuples ont été nomades, ils ont eu des constructions avec des plans circulaires. Dès que l'homme s'est sédentarisé, qu'il s'est attaché à la terre, il a commencé à construire avec des plans carrés. Voilà. Ce qui fait qu'en architecture sacrée, le carré est toujours le symbole de la terre et le rond est le symbole du ciel. Remarquez que sur la petite case ou le grenier qui est à droite, là, on voit la vouivre. Il y a une espèce de serpent, et puis il y a les luminaires, le soleil, la lune, l'étoile. Donc on voit que là, c'est marqué non pas en tant que décor, mais en tant que symbole nourricier. On sent que la terre et le ciel sont là. J'ai baptisé cet exposé la rencontre de l'espace et du temps, parce qu'à chaque fois qu'on parle du ciel, on parle de la course des astres et donc du temps, et à chaque fois qu'on parle de la terre, on parle de l'espace. Et l'architecture va faire le lien entre les deux. Ceci, ce sont des tracés régulateurs qui sont utilisés en architecture sacrée, qui permettent à partir du moment où on implante un bâtiment dans un lieu, on va délimiter un périmètre de rayonnement de ce lieu. Donc ce sont des systèmes de duplication. Au centre, on va avoir le point d'ancrage de l'édifice, et on va calculer à partir de la longueur d'ombre la mesure du lieu, on va calculer la grille du lieu, c'est le petit quadrillage qui est au milieu, et puis ensuite on va faire des duplications avec des carrés matières qui sont sur la base, des carrés sacrés qui sont sur la pointe, et on va faire un certain nombre de duplications. L'architecture sacrée fonctionnait comme ça, l'architecture profane aussi, les châteaux féodaux, le seigneur, il essayait de rayonner sur un territoire, et donc son maître d'œuvre traçait les duplications nécessaires pour pouvoir couvrir le territoire. À droite, je fais de temps en temps des petits cours comme ça, des petites informations pour distiller, pour pas que ça soit trop fastidieux. Donc le carré bleu, c'est un carré matière, et on lui associe 4 cercles particuliers. Il y a un cercle circonscrit qui est autour, le cercle inscrit qui est dedans. C'est le cercle inscrit qui va symboliser, par exemple, la colonne qui s'appuie sur un socle carré, donc rapport du ciel à la terre. C'est aussi le cercle inscrit qui va porter la coupole d'une église sur un plan carré, et donc la coupole sera sur pendentif, et les 4 triangles qui sont aux 4 coins du cercle inscrit vont être les pendentifs qui vont faire le lien entre le ciel et la terre. Et on a 2 autres cercles qui sont le cercle périmétrique et le cercle de quadrature, qui sont l'un d'égale surface avec le carré de base, et l'autre d'égale périmètre, et qui, lorsqu'ils sont activés ou lorsqu'on prend la courbe et qu'on l'introduit dans le bâtiment, on appelle des qualités particulières, qui sont des qualités de surface. Donc toute la géométrie sacrée va être des mises en résonance par analogie de surface, par analogie de mesure, par proportion. C'est une espèce de langage, on se reconnaît par analogie. Tout objet créé a un champ électromagnétique autour de lui. Ça vaut pour les galaxies, ça vaut pour les étoiles, ça vaut pour les planètes, ça vaut pour nous. Ces champs électromagnétiques ont un courant qui court à la surface de la sphère et qui remonte par l'intérieur sous forme d'un vortex. Voilà. Ça ressemble à ces fontaines des fois qu'on voit les boules dans les centres-villes. Il y a de l'eau qui sort au milieu, l'eau coule sur les côtés, puis elle est réaspirée, elle sort. Donc il y a ce mouvement perpétuel. La Terre fonctionne comme ça. Si vous prenez un fruit qui donc a un champ électromagnétique comme tous les objets autour de lui, et que vous introduisez en plan, à l'intérieur, au milieu du fruit, un code. Ici, un pentagramme. Voilà. Vous informez le champ de forme autour duquel le fruit va se structurer avec l'information du pentagramme. Et vous coupez une pomme en 2, vous retrouvez le pentagramme qui organise le grain de la vie, qui est le pépin. La même chose avec une coloquinte, où on a là un décagone avec 10 protubérances, 10 segments colorés sur le côté. Ça, c'est un fruit de Madagascar. Il ressemble un peu à la fusée de Tintin, mais il est sur 5 socles, donc il a aussi le pentagramme comme information.
Vous prenez des fleurs, vous en avez elles connaissent toute la géométrie. Il y en a qui ont 4, le clématite en a 5. Celle en bas à gauche, elle a 5 pétales, puis en plus elle a un petit effet spiralé. On a l'information de la spirale qui vient. Et voilà, du 6, du 8. Ensuite, il y a des matrices rochetées, c'est-à-dire que le rochet, c'est quand on prend une géométrie, on commence à la tourner sur elle-même. Donc là, c'est du 6 qui était rejeté 3 fois, 4 fois, 6 fois. Là, avec la fleur de pissenlit, c'est différent. On est dans une matrice radiale, ça rayonne de tous les côtés. Mais quand les petits parachutes se sont envolés, on s'aperçoit que les pétioles, on avait aussi on avait 10 branches. Donc le pissenlit porte l'information du 10. Et dans son pistil, il y a une sphère avec il y a une légère spirale qu'on va voir ensuite. Ça, c'est juste pour le plaisir des yeux. Voilà, on a des matrices spiralées. Donc dans la marguerite, dans le cœur, on a des petites spirales. Là, on a 4 x 5, 20. Toutes les roses, c'est du 5. C'est pour ça que le 5, c'est le pentagramme, c'est le symbole de la vie. Les roses ont été des symboles pour beaucoup d'organismes et de traditions, de sociétés traditionnelles. Donc c'est du 5 spiralé, de 5 multiplié et spiralé. Les fleurs de lotus et de nénuphar, c'est du 6 spiralé. Voilà. Celles-ci, elles sont dans mon bassin, c'est les miennes, j'en suis très fier. Les bâtisseurs ne font pas autrement. Ils prennent l'énergie de vie qui sort de la Terre et ils vont mettre un code dans leur plan. Donc ils vont informer cette petite chapelle avec un triangle, avec le 3, le symbole du 3. Il y a un oratoire là, qui est dans le Vaucluse qui est aussi de forme triangulaire. Les fabuleuses églises de la Libella en Éthiopie, où les églises ont été extraites de la terre. Et là, c'est un symbolisme formidable parce que la présence, la conscience sort du vide et s'exprime dans les 4 Orients. Donc là, on a le symbole du 4. À côté de Montmajour, c'est la petite chapelle qui est à l'est, là, du côté Alpille, qui a 4 chapelles collatérales. La matrice du 5, la matrice du 6. Ça, c'est sur un vitrail d'Orcival. La matrice du 8. Donc, le maître d'œuvre a à sa disposition tout le symbolisme de tous les nombres et la combinatoire qu'on peut faire. Donc quand on s'intéresse à l'architecture sacrée, qu'on analyse les bâtiments, on va s'apercevoir qu'il y a des chiffres symboliques qui se rattachent à des mythologies liées à ces symboles, et que quand on appelle et qu'on fait une dédicace à un bâtiment, et on va rentrer cette dédicace dans la pierre par cette géométrie. L'homme ancien avait levé des pierres. Dans l'Antiquité, il va en être de même. On va retrouver le symbolisme du menhir dans la colonne, le symbolisme du dolmen par les entablements qui sont dessus. Chaque colonne soulève de l'énergie. Si on dit que chaque colonne fait comme une pile 1 volt 5, 150 colonnes, ça fait du 220. Voilà. Donc les temples, c'est pas autre chose que de soulever l'énergie de la terre et de définir un espace dans lequel l'homme va rencontrer un flux qui est un flux dit sacré, mais pour qu'il, là aussi, les peuples de ces époques-là trouvent l'énergie de lever toute cette pierre et de la mettre en œuvre, c'est qu'ils sentaient quelque chose d'impérieux qui les a animés. L'ensemble des temples égyptiens ont été construits avec une narration bien particulière. Et il y a un auteur américain qui s'appelle Drinvalo qui développe la thèse, il a trouvé ça dans des textes anciens, que les prêtres initiés égyptiens restaient 6 mois sur chaque temple et descendaient le Nil pour aller au temple suivant, passer 6 mois, puis descendaient le Nil encore pour un autre temple et finissaient la synthèse des ressentis qu'ils avaient eus de 6 mois en 6 mois dans la grande pyramide pour faire la synthèse. Et qu'en fait, ils ressentaient là les émotions que l'homme peut percevoir une à une, et en les dédicaçant à une déité
qu'ils ont nommé à l'époque. Ils ont commencé par rapport à l'homme ancien qui était dans une dimension animale. Si votre chien est en colère, vous voyez qu'il est en colère, mais lui, il ne le sait pas. Il ne sait pas nommer sa colère. L'homme sait nommer toutes ses émotions aujourd'hui. Et les prêtres initiés égyptiens ont nommé ainsi toutes les émotions de l'être humain en leur dédicaçant un dieu. Et on a commencé à avoir les premiers panthéons de toutes ces émotions nommées. Quand on arrive à Karnak, on a cet alignement de sphinx qui dit à notre animalité « redresse-toi, 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 redresse-toi », ces allées de sphinx. Avant de rentrer dans le temple, notre animalité doit se mettre debout. Et on trouve dans ces temples qu'il y a aussi une construction de la conscience comme dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une répétition comme tout le rythme de nos neurones, toute la latéralité, gauche et droite. Avant de pénétrer à l'intérieur de soi, on pénètre en fait dans le temple comme si on apprenait à pénétrer à l'intérieur de soi. C'est comme si on avait, à partir du cerveau reptilien, commencé à construire les autres cerveaux, à les activer. Ils étaient bien évidemment en forme dans le cerveau humain, mais c'est comme si les gens de cette époque-là avaient commencé à activer ces circuits-là. Ici à Philae, avant de rentrer dans le porche qui est balisé par le pylône, on a cet alignement de colonnes. Et donc on voit déjà qu'elles sont portées au sol par le carré de la Terre qui supporte le cercle symbolique, le plan circulaire symbolique du ciel. Et puis en haut, on a de nouveau la symbolique de la terre par l'angle droit de l'entablement, les pierres qui sont taillées en angle droit. C'est-à-dire qu'on retrouve ce morceau de terre qui est porté au ciel en lévitation. Et les colonnes semblent nous dire quelque chose. Et vous voyez que les chapiteaux sont tous différents. Alors quand vous allez avec les touristes sur place, ils vous disent « Ah bah oui, il n'a pas eu le temps de finir son boulot, c'est un autre qui l'a repris. » Ou alors ça n'a pas été fait à la même époque. En fait, on a toute une histoire, c'est-à-dire qui se raconte là, qui nous prépare à l'entrée dans le temple. Et le jaillissement de la terre qui sort sur chaque colonne est dissipé par ces chapiteaux qui retombent comme des volutes. Voilà, qui vont nous inonder d'informations, et on va retrouver ça dans les chapiteaux romans où l'histoire de la Bible va être mise un peu en bande dessinée avec des personnages évocateurs ou des personnages monstrueux qui sont là pour expurger les tourments des hommes de l'époque. Donc cette énergie de la terre est prise comme un geyser et elle est renvoyée par le chapiteau, par le couronnement. Le monde grec, lui, va épurer ces temples, mais surtout, même si ce sont encore des prêtres initiés qui pénètrent à l'intérieur du temple, le peuple ne pénètre pas encore dans le temple grec. Les temples sont érigés sur le sommet de collines. Et les Grecs, eux, vont reprendre de façon magistrale le panthéon égyptien et vont combiner des tas d'histoires avec les sentiments qui ont été développés. Et on peut dire que c'est eux qui vont tisser toute l'histoire du drame humain par la mythologie et poser le socle de tout ce qui se joue, y compris dans les meilleurs scénarios de films aujourd'hui. Et le temple, à l'époque, n'était pas aussi confidentiel, c'est-à-dire perdu dans le désert comme les temples égyptiens, mais rayonnait sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir une sorte de diffusion de l'information, puisqu'on a vu que par les systèmes de duplication, on peut porter l'information sur l'ensemble du territoire. Et ainsi, le temple ne sert pas qu'aux gens qui pénètrent dedans, mais a une vocation émettrice, comme une radio pourrait émettre. Elle va émettre de l'information sur l'ensemble du territoire. Les Romains vont reprendre le panthéon grec et vont rendre ça un petit peu plus domestique. Donc ils vont se prendre eux-mêmes pour des demi-dieux. Et comme ils sont très pragmatiques, par exemple, vous avez un empereur Auguste, il va dire, voilà, je vais faire un petit temple, on va le mettre au milieu de la ville, au vu de tout le monde. Voilà. Et puis, comme on est en famille, on va le dédier aux gamins. Donc, c'est les fils d'Auguste qui sont... La dédicace de la maison carrée est faite aux fils d'Auguste.
Et là, j'ai glané sur Internet, sur un blog, cette petite animation où on voit comment on crée un temple romain. Bon, on crée une chambre sacrée, on la met sur un socle pour la séparer du monde profane. On met un escalier devant, mais pour pas tomber nez à nez avec la porte, on va créer un petit péristyle qu'on va appeler le pronaos. On met un toit sur le tout et on a une maison carrée. Et en fouillant un peu, on s'aperçoit que la maison carrée a un plan pseudo-périptère, c'est-à-dire qu'il est composé de colonnes entières et de demi-colonnes enchâssées dans la maçonnerie, et que quand on observe le côté latéral, on voit qu'il y a 3 colonnes pleines sur 11 colonnes en tout. Et il y a des petits malins qui sont allés voir que 3 sur 11, c'était le rapport du diamètre de la Lune à la Terre. Et quand on fait le cercle qui passe par le centre de la Terre et que si on mettait la Lune adjacente, c'est le cercle périmétrique du carré inscrit, ce qui veut dire que l'astronomie corrobore la géométrie qui va être utilisée pour la géométrie sacrée dans les temples. Comment il faisait, on ne sait pas. Et puis le petit malin qui a fait ça, il a vu que le diamètre de la Lune par rapport à ce qui restait sur le carré, ça fait l'équerre 3, 4, 5 des mètres d'œuvre. Voilà. Alors ça, c'est quand on fouille un peu en géométrie sacrée, des petits clins d'œil comme ça, il y en a en pagaille. En 525, on arrive dans le monde chrétien. Saint Benoît de Nursie fonde l'ordre des bénédictins. Et pendant 600 ans, il y a deux ordres à l'intérieur des bénédictins, les pères et les frères. Les pères vont ramasser, glaner, recopier tous les tracés géométriques, toutes les connaissances qui viennent de la Méditerranée et du monde celte. Et les frères vont s'exercer vont devenir les plus brillants des artisans. Et donc, pendant 600 ans, les bénédictins et les cisterciens, qui sont une émanation des bénédictins, vont créer toute la main-d'œuvre qui va porter l'architecture sacrée de notre pays et de l'Occident. 600 ans plus tard, en 118, Bernard de Clairvaux lance la deuxième croisade et il sélectionne sur le volet 9 chevaliers, soi-disant pour sécuriser les routes du Saint-Sépulcre. Et en fait, il envoie là-bas, pendant 10 ans, ces 9 chevaliers. Le roi Baudouin va les accueillir dans son palais. Et une aile de son palais où vont être hébergés ces 9 chevaliers est bâtie sur l'ancien temple de Salomon, les ruines du temple de Salomon. Et ils vont rester là-bas 10 ans, ils vont garder aucune route. Ils vont revenir. Alors j'ai mis cette image-là parce que l'appel de Bernard de Clairvaux pour la croisade s'est fait à Vézelay, sous la basilique, dans une prairie, et quand on va là-bas, c'est assez émouvant. Et Vézelay, ça me touche beaucoup parce que c'est la terre de mes aïeux. Et cette Madeleine de Vézelay est construite sur le mont Scorpion. Alors là, pour le coup, elle est construite sur l'échine de dragon, sur la vouivre. Et c'est une église hautement énergétique. Qui plus est, était construite avec 2 types de pierres qui ont des résistivités différentes. Donc c'est vraiment une pile électrique. Là, on a du moins du plus à chaque voussoir. Et on sent que là aussi, il y a une maîtrise de ces forces telluriques qui est assez éminente. Nos chevaliers reviennent d'Orient et pendant 200 ans, va se construire sur le même plan, alors qu'il n'y avait aucune corrélation avec ce qui s'était construit avant. 200 cathédrales en Occident, il y en a 154 en France qui sont recensées. Et donc on suppose que ces chevaliers ont ramené un traité de géométrie. On dit qu'ils ont ramené le Graal, et que ce Graal, en fait, qui est une coupe, serait un traité de géométrie qui comporte le tracé particuliers qui permettent de construire des voûtes ogivales qu'on n'avait pas vues avant. Donc ils ramènent des procédés constructifs. Et pour
pour comprendre la différence qu'il y a et l'intérêt qu'il y a à faire une voûte ogivale par rapport à une voûte romane, est-ce qu'elle va introduire dans la construction de la conscience, parce que vous l'aurez compris, mon propos sur l'architecture sacrée est complètement en parallèle avec la façon dont on a construit la perception que nous avons du monde, que l'homme a perçu du monde. Dans la voûte romane, on a dans la nef romane, on a une voûte en plein cintre, et donc le plein cintre accueille la sphère, accueille en couple le cercle. Et dans la voûte ogivale, on va commencer à avoir une croisée de 2 cercles, et ces 2 cercles vont commencer à raconter l'histoire de la mitose cellulaire. C'est-à-dire que quand vous avez une cellule vivante qui se sépare en 2, il y a une sphère qui se dégage d'une deuxième sphère, et au milieu se crée un espace dans lequel il va y avoir les chromosomes, qui est la forme d'une amande qu'on appelle la mandorle. Et à cette époque-là, on va avoir des Christ en majesté sur tous les tympans des églises qui sont dans une mandorle. Et la voûte ogivale vraiment fait ce geste, c'est-à-dire on part du cercle et on enchâsse les deux sphères, ce qui fait autant l'église romane est là pour que le religieux puisse creuser à l'intérieur de lui et trouver son unité, autant la voûte ogivale attaque de front la dualité de l'homme. Et vous avez donc dans le schéma de droite la polarité de gauche, la polarité de droite et le neutre au milieu. Et donc ces constructions ogivales vont nous permettre d'affronter notre dualité, notre ombre et notre lumière, et de faire la synthèse. Quand on reprend le livre de la Genèse et qu'on le traduit en géométrie, si on dit que le premier jour est un cercle, qu'on adjoint un deuxième, un troisième, un quatrième, on arrive au 7e jour, qui est le dessin que font tous les écoliers quand on leur offre leur premier compas à l'école. Et quand on voit cet empilement de 7 cercles, quand on commence à relier les points singuliers entre les cercles, mais on s'aperçoit qu'on a le géométral, la projection d'éléments en 3D qui sont des éléments cristallins. Ici le cube. Mais dans cet enchevêtrement de cercles qu'on appelle la fleur de vie, qui est un symbole qu'on a retrouvé sur des monuments égyptiens, mais qu'on retrouve aussi dans la Chine ancienne. Donc c'est quelque chose de maîtrisé depuis très longtemps, de connu depuis très longtemps. Donc à gauche, on a la mitose cellulaire, la première cellule qui se dédouble en 2, puis en 4, puis en 8. Et en fait, on s'aperçoit que le dessin de ce dédoublement en 2, 4, 8 est dans ce qu'on appelle la fleur de vie, cet enchevêtrement de cercle. Et dans cet enchevêtrement de cercle, on arrive à construire ce qu'on appelle le cube de Métatron, c'est-à-dire un cube géométrique dans lequel on va pouvoir sortir les 5 corps platoniciens. C'est-à-dire qu'avec des cercles, on construit de la géométrie. Voilà. Quand on a senti ça, ce que c'est, ça veut dire que le message du ciel, de cercle, le symbole du ciel, lorsqu'il est enchevêtré et dédoublé, comme le fait la cellule animale, on va y retrouver toute la géométrie qui va permettre de construire l'ensemble du monde. Ces tracés géométriques, toutes les croix symboliques l'ont utilisé. Là, on a la croix du Languedoc, la croix des Templiers qui se fait avec 4 coups de compas, une croix orthodoxe, une croix éthiopienne où il sort des carrés, mais on sent que les ronces qui sont sous-jacents. La croix copte. En bas, la croix celtique. On retrouve les petits dessins d'écoliers sur les branches de la croix celtique en pierre au milieu, avec les 3 mondes en bas à droite. La croix celtique, il y a le monde extérieur, le monde de l'intimité, et puis le cœur de l'être qui est au milieu, qui est la quête. Faut comprendre qu'à l'effondrement du monde romain, notre patrimoine architectural roman. Et quand les Romains se sont retirés, on a dit que les barbares avaient envahi le territoire. Et parmi ces barbares, il y avait les Celtes. Et toute l'architecture sacrée occidentale, notre patrimoine, se fait dans la rencontre de ce monde de la Méditerranée et du monde celte et la synthèse qui en a été faite. Comme on est à Nîmes, je n'ai pas résisté à proposer le tracé de la croix huguenote. Donc on a le vide créateur et son germe, donc les 2 cercles concentriques au centre, et puis 4 cercles
qui vont partir dans les 4 orients, mais comme ils symbolisent donc l'ancrage dans la matière, dès qu'on est dans le 4, on rentre dans la matière, et comme cette matière est assez statique, là, les 4 orients se dédoublent dans une dynamique de la vie, puisqu'il restitue cette mitose cellulaire, le dédoublement, et là on a une réelle dynamique, et la croix hugonote est le vide qu'il y a au milieu de cette vibration. Et en plus, quand on prend le sommet de la croix, on reprend son tracé, qu'on le descend de façon homothétique, on a l'amorce de la colombe qui est l'esprit qui descend du ciel vers la terre. Ici, j'ai pris ça dans un ouvrage que m'a prêté le professeur Chautard, qui était un éminent enseignant que j'ai eu il y a 35 ans, qui est présent ici. Et j'ai glané sur Internet quelques petites images parce que ça me permet de vous faire rapidement un des aspects de la façon dont on construit une cathédrale. On plante un poteau, on relève la longueur d'ombre du poteau. Ça va nous permettre de définir une géométrie qui va s'exprimer sur l'ensemble du bâtiment. On implante un double carré, le carré étant la perfection, le double carré étant l'imperfection de l'homme. Ce double carré est associé au poteau. On choisit le seuil de l'église. On va tracer une diagonale entre ce seuil et le poteau. On va prendre le double carré, on va en extraire un carré qui va être le carré de la croisée des transepts. On va en extraire un cercle de même surface qui va être le cercle qui va permettre de construire le chœur. On a là l'énigme qui est donnée à tous les compagnons, qui disait l'œuvre est composée de 3 tables. Elles sont d'égale surface et leur nombre est 21. Voilà, le 21, c'est la proportion 2/1 du carré, du double carré. Et les 3 tables, c'est les 3 tables du Graal du compagnon. On retrouve, une fois que le tracé de l'église est fait, la symbolique qui est introduite. Donc ici, en haut à Tournus, on a un pentagramme qu'on retrouve souvent. En bas, on retrouve Vézelay, où on voit l'empreinte du double carré qui a permis la construction. Et ici à Chartres, où il y a une autre notion, c'est le nombre de fondations. Le maître d'œuvre choisissait un nombre particulier pour la hauteur du poteau, pour la longueur du double carré et pour la longueur de la nef. Et la somme des 3 longueurs, traduite en coudées de l'époque, était un nombre symbolique qui était le nombre de fondations. Donc à Chartres, par exemple, on a 1024 coudées, quand on additionne les 3 données, et 1024 c'est 10 puissance 5, 2 puissance 10, 2 étant le chiffre de la Vierge et 10 étant le chiffre de Dieu. Donc on a la Vierge à la puissance de Dieu qui est dans le nombre symbolique de la construction de la cathédrale de Chartres. Petit flash sur la géobiologie. Les géobiologues mesurent l'énergie de la Terre depuis le milieu du XXe siècle. Monsieur Bovis a créé une échelle qui est l'échelle Bovis, qui est linéaire en bas, qu'on appelle le biomètre de Bovis, qui est une règle, ou qui peut être circulaire. Et donc on peut mesurer l'énergie des lieux. Je l'ai fait hier au CAUE, ça a eu beaucoup de succès parce que ça on aime beaucoup. On arrive là on peut donner une mesure aux choses et bon, ça sert à rien parce qu'il suffit de sentir si on est bien ou on n'est pas bien, si on sent quelque chose, mais là on peut mettre des chiffres sur un ressenti, donc ça plaît beaucoup. Donc avec la géobiologie, on mesure l'énergie du sol. Avec les tracés régulateurs, on met en mesure le ciel. Pour mettre en mesure le ciel, c'est très simple. Vous observez la course du soleil en un lieu. Vous le relevez le lever de soleil à l'équinoxe d'été, le coucher de soleil à l'équinoxe, au solstice d'été. Lever et coucher, au solstice d'hiver, lever et coucher. Vous avez 4 azimuts particuliers. Ils vous définissent un rectangle qu'on appelle le quadrilatère solsticial, qui va vous définir une proportion entre sa longueur et sa largeur. Cette proportion va être mise en mesure dans l'édifice sacré, et donc ça veut dire qu'on fait rentrer le temps dans la matière, dans l'espace. Voilà. C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé. On n'est pas obligé d'attendre 6 mois pour planter ses piquets, pour faire ses relevés. Avec la latitude du lieu, ça se calcule en 5 minutes. La
la halle ou le lavoir bourguignon là, qui est à droite est construit sur le quadrilatère solsticial. L'église en bas, la nef, est construite directement sur le quadrilatère solsticial. On retrouve le quadrilatère solsticial dans le Taj Mahal et sur l'entrée du Pentagone à Washington. Donc il faut comprendre que toutes ces notions de tracé régulateur, ils ont commencé à être délaissés à la fin au XIVe siècle. Vauban les a encore utilisés avec maestria dans la défense du territoire, parce que ces tracés ont vraiment une qualité énergétique qui permet de maintenir un ennemi à distance. Et vous voyez que le gouvernement américain a construit le Pentagone, donc en activant le Pentagone de symbole de la vie, il a introduit le quadrilatère solsticial, donc connaît ces données-là. Le quadrilatère solsticial, on le retrouve dans l'art sacré aussi, il est utilisé dans beaucoup d'œuvres. Autre notion, dans l'architecture contemporaine moderne, on a souvent abandonné les toits qui donnaient une image un peu passéiste pour des toits plats. Je veux juste rappeler que quand on construit un bâtiment, les dimensions qu'on va lui donner à l'horizontale symbolise la terre, celle qu'on va donner à la verticale symbolise le ciel, et l'hypoténuse va donner la clé de rencontre entre le ciel et la terre, le passage entre la terre et le ciel. Et donc c'est ce qu'on appelle la racine. Quand on monte un escalier, on change de niveau, on change d'étage, et on passe par une oblique qui est la racine. Voilà. Et symboliquement, c'est quelque chose d'irrationnel. À part l'équerre 3, 4, 5, enfin à part des triangles particuliers, très souvent l'hypoténuse, si on a deux côtés entiers, est rarement un nombre entier. Donc la racine, l'oblique, quand on utilise une oblique dans un projet, on fait rentrer tout de suite quelque chose d'irrationnel et on invite le mystère à rentrer dans la construction. Cette planche pour illustrer que à l'époque, on utilisait la coudée, qu'on calculait, comme je l'ai montré, avec le quadrilatère solsticial ou la longueur d'ombre, et des fois les deux. Donc on avait des coudées, des palmes, des empans, des pouces qui permettaient de faire les décimales du projet. Et quand on prend par exemple la cathédrale de Chartres à droite, là il y a un auteur qui s'est amusé de regarder tous les points singuliers qu'il y avait sur la nef, qui striaient les colonnes, les voûtes, les arches, et qui a retrouvé des proportions entre la hauteur et la largeur qui restituaient la progression de la gamme majeure. Donc en géométrie sacrée, quand vous fouillez un peu, il y a des tas de fous qui vous font dire des tas de choses, donc peu importe s'ils ont raison ou pas, mais ça montre quand même que les combinatoires qui étaient maîtrisés à l'époque, ou en tout cas qui étaient sentis, si elles n'étaient pas maîtrisées, avaient déjà offraient des approches tout à fait singulières. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que tout part de la mesure de la longueur de l'ombre d'un poteau. C'est-à-dire qu'on va relier l'édifice au ciel en plantant un poteau, c'est-à-dire en opposant une matière, une densité à la lumière du soleil. Et c'est le rapport de la longueur de l'ombre à ce poteau. Jean-Luc Godard a dit « Le cinéma est mort avec le numérique parce qu'on a cessé de passer par le négatif pour produire l'image, pour produire la lumière. » Voilà. L'architecture sacrée procédait du même processus, c'est-à-dire que la densité de la matière est confrontée à la lumière, et c'est par l'examen de l'ombre que l'on va enchanter et rendre vivante la pierre. Pour finir le chapitre sur la chrétienté, juste une image comme ça, parce que c'est un souvenir pour moi. Ici, sur cette chapelle de Saint-Michel-Aiguille au Puy-en-Velay, on a vraiment une grotte. Quand on rentre dans cette chapelle, on est vraiment dans la grotte, dans le Saint des Saints. C'est quelque chose de très intérieur. Et pourtant, cette grotte est propulsée tout en haut. C'est-à-dire qu'on retrouve l'intimité de l'église romane et on retrouve le rayonnement du temple grec. On a vraiment une double information. Et en plus, elle est construite sur un morceau de magma, c'est-à-dire que le volcan s'est érodé, le magma est resté, et donc on est sur un symbole de feu qui est tout à fait étonnant.
moi, avec tout ça, je me suis mis un jour, en bon petit poucet, à semer des petits cailloux. Il y a 2-3 ans, je ne sais pas expliquer pourquoi, voilà, j'ai rebâti des structures énergétiques d'église en semant des petits cailloux par terre, comme ça. Et ça, j'ai fait ça chez des amis à Apt. Il y avait une 50aine de personnes et j'ai fait une méditation guidée autour en invitation, comme une invitation à rentrer dans une cathédrale. Il y avait un petit chaton à l'époque qui me dégommait mes petits cailloux. Alors je lui ai fait une petite chapelle à droite, là, et il est venu se dormir près de la chapelle. Il nous a laissés tranquilles. Georges Braque est un architecte qui a écrit L'architecture invisible, qui est un ouvrage de référence, qui est un peu ancien maintenant. Lui, il s'est amusé à détecter dans toutes les églises et temples, et il a parcouru le monde entier sur tous les continents, et il faisait ses plans, ses tracés, et il relevait en violet les failles telluriques qu'il y avait sous les bâtiments, et en bleu les rivières souterraines. Et on s'est aperçu, à gauche, c'est Chartres, donc sous le labyrinthe, il y a failles et rivières, sous la croisée des transepts, il y a failles et rivières, sous le chœur, il y a failles et rivières. Voilà. On sait que Chartres était un site druidique, il y a eu tout un tas d'églises romanes qui ont été construites, ruinées, reconstruites jusqu'à la cathédrale. C'est un lieu très énergétisant qui en plus est sur des réseaux tout à fait particuliers. À droite, on a le Mont Saint-Michel et on retrouve le même type de construction. Ce que j'ai lu à cette époque-là, c'est que comme il fallait, la chrétienté prenait un grand essor, il fallait créer des églises paroissiales dans toutes les paroisses, et on n'avait pas toujours une rivière souterraine sous l'église en construction pour pouvoir énergétiser le lieu. Et l'astuce qu'ils avaient trouvée, c'est qu'ils creusaient un grand fossé. On voit que là, dans ces deux églises, il y a une rivière souterraine qui est dans l'axe de la nef, donc les sourciers de l'époque l'ont détecté et la nef a été construite dessus. On creusait un grand fossé, on allait chercher des galets à la rivière et on mettait l'information de l'eau dans le fossé et on reconstituait la rivière comme ça et ça énergétisait l'église. Donc moi j'ai ramassé des petits galets dans les rivières, j'en avais déjà pas mal à la maison et j'en mets un petit peu partout. Donc à gauche celle-ci elle est dans mon bureau, à droite c'est sur une table du petit déjeuner pendant nos vacances au pont de Montvert et je fais mes petits tests avec ça. Dans les trois sœurs provençales cisterciennes, quand vous rentrez dans la salle capitulaire, quel que ce soit Sénanque, Toronnet ou Sylvacane, moi j'ai été saisi et compris ce que c'était que la puissance de l'envoûtement, voilà, d'être envoûté par le lieu. Dans ces salles capitulaires, sur ces deux piliers, on a réellement un envoûtement, on est vraiment pris. Il y a une énergie considérable au niveau des piliers. Et ça, c'est Jacques Bonvin, qui est un éminent géobiologue, qui me l'a expliqué il y a pas mal d'années. Quand on prend un cloître, en fait, le cloître est un moteur énergétique. Le cloître est un stator et les moines qui tournent, ou les moniales qui tournent dedans, est un rotor qui va déclencher un flux énergétique. Et ce flux va être propulsé par l'église qui est adjacente. Et donc toute la prière qui est véhiculée, portée par ces moines, va être diffusée sur l'ensemble du territoire par le système de duplication que je vous ai évoqué tout à l'heure. Moi, je me suis amusé à reconstituer ça dans mon jardin. J'ai fait mon petit cloître avec ma petite église. Et parallèlement, j'ai lu, alors c'est Georges Prat aussi qui évoque ça, que les 9 chevaliers que Bernard de Clairvaux avait envoyés à Jérusalem, quand ils sont revenus, ils ont été les maîtres de 9 triades de cathédrales qui étaient chacune pilotées par un monastère. Donc la triade Chartres-Amiens-Reims est pilotée par l'abbaye de l'Épau, qui est dans la banlieue du Mans, qui est à moitié en ruine aujourd'hui. Et donc là, on voit quelle était la volonté de l'Église à l'époque, d'une certaine branche de l'Église très inspirée, qui était d'envoyer, donc à partir d'un émetteur qui était l'abbaye mère,
de l'information dans la première cathédrale qui passait dans la deuxième, qui allait dans la troisième, et on avait l'ensemble du territoire qui était ainsi irrigué par cette information. Sur ce petit tableur, moi j'avais recensé les 9 triades, donc les 27 cathédrales concernées. Et dans mon jardin, j'ai fait ma triade. Donc il y a 3 architectes qui ont fait 3 cathédrales différentes en petits cailloux. Et donc je fais des méditations là, sur ces... Et je teste ce que je vous dis. Voilà. Donc, et des fois, il y a des résultats intéressants. C'est-à-dire que si vous semez une intention, un projet dans l'abbaye mère, vous la faites grandir dans la première cathédrale, vous l'entretenez comme vous entretiendriez votre jardin dans la deuxième cathédrale, ben vous allez faire vos récoltes dans la troisième, et c'est assez fructueux. À quoi ça sert tout ça aujourd'hui ? Il y a quelques semaines, je me suis promené au bois des espèces. Et vous voyez que le jardinier ou celui qui remonte les murs de pierre n'a pas besoin d'avoir des cours de géobiologie. Lui, il a senti ce que c'était qu'une résurgence tellurique. Et il l'a illustré magistralement dans la façon de remonter ses murs de pierre. Un petit peu plus loin, dans le symbolisme, vous voyez le symbole de l'unité en haut de du petit tumulus, la petite colonne, et comment cette unité va descendre dans la matière, dans la dualité. C'est symboliquement magistral. Voilà. Et il n'a pas fait 40 ans d'architecture sacrée pour faire ça. Voilà, c'est le cœur de l'homme qui parle et qui sait faire. Pour retrouver ne pas construire bêtement et retrouver le chemin retour de notre humanité, donc moi j'invite à développer ce ressenti des lieux, de maîtriser l'art du trait, de retrouver le sens du symbole, et de resacraliser la dédicace, parce que tous les bâtiments que nous construisons aujourd'hui, ce sont des marchandises. C'est au nom du progrès, du profit, de la diffusion des marchandises. Et il ne faut pas oublier de sacraliser les lieux qu'on fait. Moi, j'ai fait des maisons d'accueil spécialisées, des médiathèques. Et j'ai invité le maître d'ouvrage à mettre une dédicace dans un petit tube de cuivre qu'on a mis dans les fondations. On a fait un petit rituel de première pierre et on lance la construction des bâtiments sous les bons auspices de cet acte fondateur. J'appelle en citation 2 projets que j'ai réalisés. La médiathèque d'Uzès, dont on va fêter les 20 ans au mois de mai. On m'a demandé de faire une conférence le 20 mai pour les 20 ans de cette médiathèque. Cette médiathèque devait accueillir 1000 m² dans un bâtiment qui n'en faisait que 600, et comme on était en secteur sauvegardé, on avait le droit de rien construire. Donc l'idée, ça a été, comme c'était une ancienne cour d'école qui était 3 mètres au-dessus du portalet, qui est la voie qui est en contrebas, l'idée était de creuser de 3 mètres cette cour qui était en terre, et d'y mettre les 400 m² manquants plutôt que d'aller essayer d'empiler des mezzanines à l'intérieur du bâti. Sur le plan qui est à gauche, qui n'est pas très... qui n'a pas été fait pour ça, tout ce qui est blanc, en fait, c'est du bâti. On a une rue qui est la rue Port-Royal en haut et le Portalet qui est en bas. Et tout ce qui est blanc, c'est du bâti. Donc la médiathèque est vraiment enchâssée à l'intérieur d'un îlot. Comme on voit sur le plan du carré qui est en bas, c'est tous des arrières de parcelles qui sont assez quelconques, pas très intéressants. Donc on a mis un premier plan avec 6 gardiens. Vous voyez, il y a 3 guérites de chaque côté, ce sont les gardiens du lieu. Et on a pris cette pierre de l'origine qu'on est venu mettre pour définir cet espace, et en excavant un carré. Donc là, il s'agit, c'est pas un lieu sacré, donc on ne va pas mettre un cercle ou une coupole sur le toit. On fait descendre la lumière au sein d'un carré, c'est-à-dire on est dans le carré matière, donc on a l'esprit qui descend, mais qui descend dans la matière. On invite à la matière.
Derrière, il y a une chapelle du 12e et au-dessus une chapelle du 18-19e avec une grande tour et une Vierge noire. Et au moment du concours, on avait fait un système de péristyle à 5 colonnes. Puis au moment de la réalisation, je ne sais pas pourquoi, j'en ai mis 7. Puis après, j'ai appris que le 7 était le nombre de la Vierge noire, donc qui avait dû nous guider dans la mise au point du dessin. La médiathèque Garcia Lorca, Montpellier, devait être à la fois une médiathèque de quartier de 1000 m² et un signal d'entrée de ville. Elle est au bord du rond-point de l'entrée de la route de Palavas et à l'époque on avait 2 ou 3 millions de francs pour faire des espaces extérieurs dans le budget. Et en fait, il n'y avait presque pas d'espace extérieur, donc on a pris ce budget et on s'en est servi pour faire parce qu'une médiathèque en rez-de-chaussée pour faire un signal d'entrée de ville, c'était pas très évident. Donc on s'en est servi pour la mettre dans la construction de cette aile. Et cette aile, en fait, a été faite à partir du calcul de la mesure du lieu et elle fait 100 fois la longueur de l'ombre d'équinoxe. Donc le projet a été entièrement fait sur des tracés à partir du quadrilatère social, de la coudée du lieu, la grille du lieu, et donc mise en mesure. Et ce qui fait que quand on rentre dans ce bâtiment, il émane une certaine sérénité. Voilà, pour ceux qui y sont sensibles. On est à côté d'un rond-point qui fait 20 000 véhicules jour. Vraiment, c'est très agressif. Donc, on a fait un double mur en béton, plus de béton blanc mouluré qui sert vraiment de rempart, qui est vraiment comme une forteresse. Et à l'intérieur se dégage un espace très serein. Sur le cartouche de l'époque, figurait le quadrilatère social, la coudée d'équinoxe, la coudée d'été, la coudée d'hiver. Donc la coudée d'équinoxe, on prend la longueur de la projection de la longueur du soleil à midi, la longueur d'ombre projetée du soleil sur un bâton à midi. C'est une mesure qui donne de l'équilibre à un projet. Si on prend la coudée d'été qui est très courte, c'est comme si on avait bu 12 cafés. Et si on prend la coudée d'hiver, les coudées d'hiver sont utilisées dans des lieux funéraires où on a besoin d'une information très calme. Ça je passe du texte. Là, ce que je voulais juste dire, c'est qu'à chaque fois, c'est rappeler qu'aujourd'hui, tous les architectes travaillent avec des maquettes numériques en 3D, que le projet est, comme toute création à partir de son cœur électromagnétique, est informé en 2D. C'est le plan qui informe et la puissance de l'échange cosmotellurique qui donne le volume à la matière. Voilà. On peut construire les choses comme un sculpteur. Il y avait un enfant qui disait à Michel-Ange, mais comment tu savais qu'il était dedans, le David ? Voilà, quand tu as commencé à attaquer comment tu savais qu'il était dedans ? Bien évidemment, quand on approche une œuvre d'art par l'extérieur, ou qu'on approche tous les événements de la vie par l'extérieur, c'est une approche possible, mais le monde dans lequel nous vivons a tellement cette approche de la surface qu'il y a vraiment une impérieuse nécessité à se reconquérir le monde depuis l'intérieur et de sentir ces forces qui nous animent et de les réinformer avec les informations justes. Voilà, ça c'est l'intérieur de la coupole de Garcia Lorca qui est une petite évocation astrologique et les 12 maisons du ciel qui sont dans ces quartiers-là. Ça c'est l'image que donnent les astrophysiciens depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui de l'univers, c'est-à-dire tout s'est créé en une fraction de seconde et le temps s'est développé. Et la soupe s'est organisée, on a commencé à avoir les premiers quarks, les premiers atomes. Les atomes se sont complexifiés, on a la table de Mendeleev, la nomenclature s'est étoffée. Les systèmes solaires les galaxies, puis les systèmes solaires sont installés, et puis les planètes, et puis la vie, et puis toute la création. Donc on est toujours dans l'historicité, une vision historique du temps. La perception culturelle que nous avons du temps, un bébé quand il naît, il n'a aucune perception du temps. Il est.
Il ne sait pas qu'il y a un avant, un après, il a des émotions, des sensations. Le temps, on l'apprend. On apprend qu'il y a un passé, un présent, un avenir. Et collectivement, nous avons une conscience du temps, mais c'est une conscience qui est culturelle. Et bien souvent, l'idée que nous faisons de l'avenir, ce ne sont que des peurs ou des envies par rapport à des mémoires douloureuses ou des frustrations passées qui fait que dans l'avenir, on appelle que les choses ne se reproduisent plus, nos peurs, ou que les choses se produisent, nos frustrations. Voilà. Ce qui fait que le temps passé, présent, avenir, l'avenir est la projection du passé selon les émotions que nous avons engrammées. Si nous repartons, nous disons que le Bereshit, le principe commence à la seconde présente, ça veut dire que la création, elle est maintenant. Et que de là, il n'est plus besoin de se référer à un passé. Bien évidemment, nous avons tout un tas d'informations par ce passé. Mais la création, elle se fait maintenant. Et nous avons tous les possibles, tous les potentiels possibles à notre disponibilité, à notre présence. Voilà. Il y a deux physiciens quantiques qui sont éminents, qui sont des vulgarisateurs. J'appelle ça les fifis parce que c'est des physiciens philosophes. Il y a Philippe Guillemont et Jean-Pierre Garnier-Mallet qui communiquent beaucoup sur ces notions du temps et qui disent que, en fait, on a devant nous tout un tas de futurs potentiels et ces futurs potentiels, en fonction de nos pensées, de nos obsessions, vont s'organiser et vont s'approcher de l'entonnoir qui est le sablier du temps vers l'instant présent. Et il se trouve que, par exemple, ce soir, nous avions tous, dans notre emploi du temps, l'idée de venir ici. Et il se trouve que si nous sommes chacun dans un couloir du temps, ben, nos temps se sont tissés. Donc le temps que nous partageons, l'instant que nous partageons, ce sont l'ensemble de nos couloirs qui se tissent comme un tissu. Je vais boire un coup. Je dois avoir un petit problème par rapport au temps qui me parle dans ma gorge. Ah, je vois qu'il n'y a pas que moi. Voilà, c'est ce vortex du temps. Voilà, c'est comme un cyclone, on va attirer les événements à nous. Donc la force de la pensée créatrice dans l'instant fait que si nous avons des pensées obsédantes, négatives, ben, nous attirons comme un aimant le négatif. Bon, c'est décrit très bien dans la loi de l'attraction qui circule beaucoup dans plein de séminaires. Voilà, ça c'est des planches que j'ai prises à Guillemont. Il évoque bien comment notre temps est conditionné par notre passé. Et quand on va vouloir sortir de notre couloir du temps, eh bien, il faut quand même y mettre beaucoup d'énergie. Il faut sortir de toutes nos habitudes, tous nos conditionnements, de pouvoir affirmer qu'on veut autre chose et partir vers un nouveau futur. Moi, je pense que les grands projets d'architecture sacrée ont été des portes alternatives pour créer, en opposition au temps conditionné d'une époque, ont été des portes pour partir dans d'autres directions. Voilà. Tout ce que j'ai évoqué, ce sont vraiment des outils de création d'espace-temps pour l'homme et de construction d'une nouvelle conscience. Voilà, j'ai mis cette planche-là aussi parce qu'elle est intéressante. On voit qu'on a un anima, un être pulsionnel qui est en bleu en bas. On a un être, je dirais, qui est plus proche de l'âme, du subconscient, le soi qui est en haut. Et notre moi, il se dépatouille comme il peut au milieu. Et donc ce que dit Guillemont à l'époque, quand on est un peu trop, quand on décolle un peu trop, on est un petit peu dans un décrochage monastique. Et puis quand on colle un peu trop à la réalité, on est dans l'ego plein pot. Et il nous appartient de pouvoir trouver ce juste milieu, de flotter entre les énergies et de composer avec les deux constantes de cette énergie. Alors ça, c'est aussi un monument que j'emprunte à Annick de Souzenel, le petit schéma qui est à gauche, qui est illustré très bien par cette peinture à droite, où on sent qu'on a, dans le côté lunaire et racinaire du dessin qui
qui est à droite, on a tout un fourmillement d'informations qui sont enfuies à l'intérieur de nous et qu'on aimerait voir porter à la lumière et pouvoir porter de beaux fruits à partir de tout ce que nous contenons. Annick de Souzenel nous dit on ne peut pas monter dans la lumière si on ne descend pas dans nos ombres. Et ce petit schéma à gauche, il montre que pour pouvoir monter d'un cran, il faut descendre d'un cran, c'est-à-dire questionner toutes nos peurs, toutes les questions que nous nous posons. Les événements qui viennent d'arriver, si on ne se pose pas la question de ce qui souffre, on peut désigner des boucs émissaires, on peut dénoncer, on peut traiter l'autre de tout ce qu'on voudra. Si on ne descend pas dans nos propres ombres, on ne fait pas le boulot. Voilà. Si il faut pouvoir questionner les petits tracas de la vie quotidienne, mais aussi les grandes fractures, les grandes fêlures de l'homme, et de descendre petit à petit dans son histoire, dans son passé, dans ses générations, dans les secrets de famille, et de descendre à chaque fois qu'on rencontre un os qui réapparaît sous des traits différents dans la vie, de questionner. Et si on fait cette introspection profonde, à ce moment-là, on va trouver dans l'ombre la lumière. Comme tout à l'heure, on plantait le bâton. Et c'est dans la lecture de l'ombre et la mise en mesure de l'ombre que l'on va rencontrer la lumière. Le monde visible apparaît magistralement avec la course du soleil. On voit en bas la taille de la Terre par rapport à une éruption solaire. Donc ces éruptions solaires sont un peu des messages que nous envoie le soleil très régulièrement. Et ceci, c'est l'image que nous donnent les physiciens du monde invisible dans l'univers, c'est-à-dire que quand ils calculent l'ensemble de la masse de tout ce qui existe dans l'univers, ça fait 5%. Il y a 20 ou 25% de matière noire qu'on ne décèle pas, et il y a 70% d'énergie noire qu'on ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Alors on peut peut-être... les orientaux appellent ça le prana, les chrétiens appellent ça l'amour. Voilà, on sent qu'il y a une énergie colossale qui est là, qui est au travers de l'univers, au travers de notre réalité, au travers de nos cellules. Ça ressemble beaucoup à l'enchevêtrement des neurones de notre cerveau, donc peut-être que quand on active nos neurones différemment, on va chercher cette énergie cachée. Si vous sentez l'unité de l'énergie, cette énergie, je vais me risquer à dire divine, en dehors de toute religion, vous confrontez cette énergie à la réalité et vous la laissez se dédoubler en matière et en vitesse, c'est-à-dire en temps. Voilà. Avec ce geste, le E égale MC2, vous prenez quelque chose d'entier et vous en créez deux réalités. Vous créez le jour et la nuit, le chaud et le froid, l'été et l'hiver. Vous créez un monde de dualité, mais face à cette dualité, vous reconstituez l'unité. Voici Annick de Souzenel. Elle nous parle de la dualité équilibrée. La dualité équilibrée, c'est de prendre justement toutes ces ombres et je vais réévoquer cette actualité douloureuse qu'on vient de vivre. On a tous été sidérés, on a tous été pris de plein fouet par ce qui s'est passé. Et là, la vie reprend son cours, on retombe un petit peu de façon normale. Mais si on saisit l'occasion de ce qui s'est passé, de cet acte odieux, bien évidemment, il y a quelque chose de très ombrageux. Mais si on reste avec ça, si on voit ce à quoi tous ces événements nous ont renvoyé, à nos propres peurs, nos propres violences, et qu'on imagine que de l'autre côté, que les Charlie, ils continuent à aller boire leur café le matin et que comme si de rien ne s'était passé. C'est-à-dire que nous, on peut aller au bistrot boire les cafés, on peut faire des dessins, des caricatures, c'est-à-dire on va faire ce qu'ils n'ont pas vécu. Peut-être eux ont basculé dans un autre... les scientifiques nous disent qu'il y a de multiples univers parallèles. Ils ont peut-être basculé dans un univers parallèle en quittant celui-ci et ils sont peut-être en train de continuer à faire des caricatures et aller boire des cafés dans d'autres bistrots, pas très loin d'ici, sur
ils sont passés de RMC à Europe, où voilà, ils sont sur une autre fréquence. Et plutôt que de pleurer le drame qui est arrivé, on peut nous aussi équilibrer et se dire, vivons ce qu'ils ne vivent plus. Et on peut le faire aussi avec toutes les personnes qui sont disparues autour de nous. Nous sommes tous Charlie, mais nous sommes tous aussi Chouaki et Koulibaly. C'est-à-dire que les bébés qui ont été ces garçons ne sont pas venus au monde pour porter des kalachnikovs. Voilà. Quelle frustration, et aucune complaisance dans ce que je veux dire, quelle frustration, quelles humiliations, quel rendez-vous manqué il y a pu avoir pour qu'ils en arrivent là. Voilà. Si on a des ados autour de nous, on a été ados, on a eu nos rébellions, on a eu envie de tout casser à certains moments. Voilà. Si nous prenons tous ces événements-là et que nous apportions l'information, l'émotion nécessaire pour caresser ces enfants, ces bébés, ces adolescents qui n'ont pas eu ce qu'ils ont eu, on reconstitue le pendant de l'énergie positive par rapport au négatif qui a été produit. Et si on le fait tous, au lieu de dénoncer le mal ou la douleur, et comme dans la société actuelle, de chercher d'un côté un coït infini et d'être de l'autre côté dans une plainte perpétuelle, de se lamenter en disant le monde va mal, c'est la crise, machin. Si on arrive à équilibrer les choses et de vivre la douleur, le ressentiment à fond, mais d'aller le sentir dans chacune de nos cellules, aller au bout et de dire qu'est-ce qu'on met en face. Voilà, qu'est-ce qu'on met en face en équilibre. Si il nous est donné de vivre ça, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en compensation. Il y a des spiritualistes qui disent il y a des mondes parallèles, les âmes vivent entre elles selon des classes d'âmes qui vivent la même chose. Sur la Terre, c'est comme les camions et les vélos roulent sur la même route. C'est-à-dire que les gens qui ont des niveaux vibratoires, on va dire, différents, sont confrontés dans le même monde et s'entrechoquent. Et sont appelés... Donc l'expérience de la Terre, de la vie, de l'incarnation, c'est de se confronter à la différence. Après, on peut s'isoler dans la méditation, dans des mondes monastiques, dans des paradis artificiels, se sortir de ce monde. Mais on ne fait pas son boulot. Le boulot, c'est de se confronter à la réalité, c'est de se confronter à l'ombre. Et à ce moment-là, on rentre dans ce qu'Annick de Souzenel qu'elle évoque sans arrêt, qui est le saint nom que les anciens hébreux n'avaient pas le droit de prononcer, qui est le Yod et Vavé. Et on s'aperçoit que le Yod et Vavé, c'est une épée avec son pommeau en haut, la lame de l'épée au milieu et les deux tranchants qui sont les deux lettres E et qui sont en fait les deux polarités et le neutre au milieu qui nous conduit à notre lumière. Quand vous rentrez dans un temple ou une église, un lieu sacré, vous avez les deux tours qui sont les cycles du temps, les deux C du MC2, la matière de la nef qui est le M et l'énergie unifiée du cœur qui est le E. Quand vous rentrez dans le Yod et Vavé dans une église, vous rentrez dans la nef centrale avec les deux collatéraux et vous allez vers le cœur qui est le Yod. Si certains d'entre vous croient aux anges, voici l'ange de la terre. C'est l'image qu'en donnent les physiciens du bouclier électromagnétique de la Terre face au rayonnement solaire. Donc il y a un effet anthropomorphique où on voit qu'il y a cette figure avec une cape et presque des ailes et une tête avec les anneaux de Van Allen qui sont les pincements qui donnent les aurores boréales, où il y a cette pénétration des ondes électromagnétiques au pôle. Voilà, donc d'autres images, d'autres représentations de la magnétosphère. Voilà, j'ai reçu ça cette semaine dans un mail de Michel Boy, qui est un acteur qui a formé qui est près d'ici, là, qui a le théâtre 7, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des lectures pratiquement de façon hebdomadaire. Et puis il m'a envoyé un mail, il y avait cette citation, et je trouve qu'elle collait tellement avec mon propos. Voilà, on peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin.
Je vais prendre mon élan. Il y a 2 ans, mon épouse a été fauchée par une maladie grave. Et lorsque j'ai tout fait pour la garder à la maison, et dans la maison, j'ai construit ces petites cathédrales de pierre, j'en ai mis une au sous-sol, sous son lit, et je lui ai fait des soins énergétiques avec ces petits cailloux, avec toute l'amour et la conviction que j'ai pu mettre dans les propos que je vous ai relatés ce soir. Et à la fin du mois de juillet, il était question de faire une 2e chimio. La première l'avait pliée complètement et elle est allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai cru qu'elle allait mourir la nuit qui suivait son entrée. Et donc j'ai mis mes petits cailloux dans une petite boîte que je suis allé mettre dans sa chambre et je lui ai fait les soins que je lui faisais, énergétiques que je lui faisais tous les jours. Je me suis battu pour qu'elle retourne à la maison, pour qu'elle parte pas aux soins palliatifs. Et j'ai pu la garder, elle n'est pas morte ce week-end-là, j'ai pu la garder 1 mois de plus. Et voilà, je peux témoigner que ce que je vous dis ce soir, je dis pas que... je peux avouer qu'à l'époque, je pensais que j'allais pouvoir la sauver. Elle m'a fait la grâce de ne pas croire ça. Son destin était ailleurs. Mais je peux témoigner qu'à partir du moment où on utilise toute cette science, cette œuvre, et qu'on la rend vivante, eh bien, ça change des choses dans la vie. Moi, je devrais être complètement cassé. J'ai perdu mon boulot parce que j'ai arrêté de bosser pendant 6 mois. Et c'est moi qui remonte le moral tout autour de moi. J'ai une énergie colossale. Et je pense que c'est parce que je taurais la vouivre et que je fais le rodéo et que je maîtrise la bête. Dans beaucoup d'églises romanes, et même dans certaines cathédrales, vous avez une Vierge à l'enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une maman tenir son bébé comme ça. C'est pas très ergonomique. La Vierge à l'enfant, c'est le symbole du vide à l'intérieur de nous, du vide créateur, de l'espace vierge qui nous permet d'accueillir le germe dans le silence, le germe créateur qui est l'enfant Jésus et qui porte dans le livre qu'il a sur les genoux toute la connaissance du monde. Notre intention du départ, quand on la laisse germer, vous voyez, c'est cet enfant Jésus qui sort du Graal, de ces arcanes de la géométrie posés sur le cube de la matière et qui demande qu'à jaillir, qu'à être mis en œuvre par les maîtres d'œuvre bâtisseurs que nous sommes tous de notre vie. On peut faire de sa maison, de sa chambre ou d'un petit hôtel dans sa chambre un petit temple tout simple qui n'a rien de religieux, qui est simplement de pouvoir canaliser l'écoute que nous avons de la nature autour de nous, de la terre et du ciel. Vous voyez que là, il n'y a pas de voûte, mais vous voyez que la courbure inversée des 2 toitures, on va retrouver les 2 cercles de la voûte tout à l'heure qui s'enchevêtrent, qui relatent l'histoire de la mitose cellulaire. On n'a pas besoin de construire des temples. Il y a des hommes accomplis qui sont le temple le même, qui incarnent l'accomplissement et qui sont eux-mêmes le temple dans le temple de la nature. Et dont l'œuvre, dans l'histoire, dans les écrits, dans les attitudes sont cet accomplissement. Les arbres savent construire des temples, savent construire le pilier, connaissent la dualité, savent accueillir un espace-temps, le temps de leur vie, de façon magistrale. Les arbres sont des maîtres dans la construction des œuvres comme la construction de l'esprit. L'homme accompli devient lui-même le temple, comme l'homme de Vitruve sur l'arbre séphirotique. L'homme accompli devient vibrant, comme le iode évavé, et le photon, l'information primordiale qui sort de notre étoile mère par l'aventure de l'homme, par ses constructions, par ses œuvres, vient
de façon élaborée sous forme d'expérience humaine, sur le codon, sur l'échelle de notre ADN. Et si les champs électromagnétiques sont des bibliothèques vides, il nous appartient à nous, par l'accomplissement de nos œuvres et de notre vie, d'y déposer les plus beaux ouvrages. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette magnifique dimension de l'architecture, et d'autant plus qu'on a l'impression d'être dans une époque où elle subit de plus en plus le contexte normatif. Et là, pour une fois, ça nous donne une belle respiration. Merci Pascal. Je n'ai pas de questions à te poser, mais je suis très ému d'avoir écouté pendant, je ne sais pas, ça m'a paru 10 minutes, mais ça a dû faire 2 ou 3 heures, je ne sais pas. Mais c'était extraordinaire ton exposé. Et j'ai eu beaucoup d'émotions dans tout ce que tu as pu nous faire passer. Voilà, je te félicite. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de félicitations, mais je suis très ému de la qualité de ton exposé. Merci beaucoup. La qualité de mon exposé ne fonctionne qu'à partir de la qualité de votre écoute. C'est-à-dire que ça fonctionne parce que ce que je dis, je veux chercher mon humanité profonde et j'en rencontre la vôtre. Voilà. Et ce que j'évoque, c'est quelque chose c'est le fond commun de l'humanité. Voilà, là où nous sommes tous semblables. Moi, j'ai la chance d'avoir navigué et glané ces informations-là. L'électrochoc de ce que j'ai vécu a accéléré, bien évidemment, profondément les choses et m'a ramené à l'essentiel de la réalité de la vie. Je vis à cheval sur les mondes, c'est-à-dire que j'ai maintenant des ouvertures sur des choses que je ne percevais pas avant. Mais ces ouvertures-là, elles sont là. Il y a une chose que je peux dire aujourd'hui, c'est le 22 janvier, on vient de rentrer dans le signe du Verseau, on est sorti du Capricorne, et où il est communément entendu qu'on rentre aussi dans l'ère du Verseau. Et pour sentir, donc le calendrier annuel est un petit engrenage qui tourne autour d'un grand engrenage qui est la grande année zodiacale qui dure 25 000 ans. Donc les signes restent 2000 ans dans chaque signe. Et donc on sort de l'ère des poissons qui a duré 2000 ans depuis le Christ, et on rentre dans l'ère du Verseau. Donc on a tous entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire de sortir de l'ère du poisson concrètement ? L'ère du poisson, c'est de l'eau, donc ça fait 2000 ans qu'on est dans les émotions, dans l'émotionnel. Et l'ère du Verseau, c'est de l'air. Et pour sentir ce que la spécificité de notre époque, vous imaginez que vous êtes comme des poissons dans l'eau, voilà, et il y a des gros poissons qui viennent nous bouffer, on va en bouffer des plus petits, on essaie d'assurer notre survie dans ce monde-là. Et en fait, cette eau est en train des émotions est en train de disparaître, et on est en train de sortir la tête de l'eau, et on rentre dans l'ère du Verseau. Dans l'air de la communication. Et là, ce sont les pensées qui vont présider et plus les émotions. Alors ça veut dire que ça va continuer à cohabiter. Les émotions ne vont pas disparaître pour autant, mais elles ne vont pas être aussi prépondérantes que dans l'ère des poissons que nous quittons. Et là, nous sommes dans cet entre-deux, et on sent que l'émotion, elle est encore là, prête à nous submerger, à nous dévorer, mais on sent que déjà, toute cette ère de communication, qui est l'ère de l'air, est déjà là. Voilà. Donc les derniers soubresauts de l'émotionnel, faut le regarder, mais pas essayer de pas se faire submerger soi-même, et de pouvoir rester dans quelque chose de plus paisible, qui est le monde de la relation, et de rentrer en communication les uns les autres. Je vais peut-être demander à Monsieur Confineau, puisqu'il est parmi nous, de venir se présenter, puisque le 26 février, oui, il vous proposera une conférence, alors là, sur un thème évidemment différent. Il va nous présenter son parcours d'architecte
Venez l'expliquer, ce sera le mieux. juste 2 mots pour... Alors, merci beaucoup de me piéger de la sorte. Écoutez, moi, je serais beaucoup plus pragmatique que Pascal, que je connais depuis très longtemps. L'émotion qu'il a dégagée aujourd'hui, je vais probablement ne pas la dégager avec autant d'intensité. Je parlerai d'un métier qui s'appelle la scénographie. Je suis architecte à l'origine. Et c'est un métier qui a vraiment ses particularités. Je construis des musées un peu partout dans le monde, j'ai participé à beaucoup d'expositions universelles, et donc je vous traduirai cette expérience-là, mais en partant un peu moins dans le ciel et dans les fins fonds de la terre. Bravo Pascal. Merci. Merci bien. Et alors, nous vous proposons un bonus. Voilà, pour faire redescendre un petit peu sur Terre, j'avais prévu un petit... Au cas où il y a des rappels, un petit bonus. Alors ça, j'ai juste un petit flash parce que j'aime bien ça. Il y a JR qui est un photographe qui fait un petit peu de l'événementiel, qui est allé de part et d'autre du mur en Palestine, en Israël, et qui a photographié des Israéliens, des Palestiniens, et il a placardé les portraits sur le mur de séparation. Voilà. Et je trouve que ça, c'est un acte alors c'est peut-être pas de l'architecture, mais il crée des portes là où les murs sont impénétrables. Voilà. Le petit bonus, c'est un petit clin d'œil donc pour Anne-Marie qui pilote avec maestria ce cycle de conférences depuis 12 ans. Donc c'est un retour en arrière sur la dernière conférence de Georges-Henri Pingusson faite par Simon Texier, qui a évoqué à la fin de sa conférence le mémorial de la déportation qui est à Paris, et ça m'avait beaucoup ému. Donc ce projet a été fait pour donc célébrer les déportés. Et alors je ne sais pas quel était le niveau de connaissance de Pingusson, mais c'est un projet qui est assez saisissant pour illustrer tout ce que j'ai évoqué ce soir. Donc c'est un éperon qui a été fait au bout de l'île de la Cité, à Paris. Et donc on descend par ces 2 failles, ces 2 fentes, qui sont pris comme un espèce d'entonnoir d'étau, et on descend sous terre, en tout cas sous le sol du niveau 0 de l'île de la Cité, et on va rencontrer cette herse qui est au bout du chemin, et cette herse qui symbolise qu'il n'y a pas d'issue. Voilà, le Pingusson avait voulu tel que l'a évoqué le dernier conférencier, que l'être se sente piégé, même s'il y a une petite fenêtre c'est une fenêtre avec des barreaux, et il y a cette herse qui évoque un peu du barbelé, enfin qui n'est pas très confortable, qui fait qu'il n'y a pas d'issue. Et donc on va se retourner et rentrer dans le 6, qui est un nombre très symbolique, qui est... Derrière, il y a un long couloir où il y a 200 000 noms qui sont inscrits, ou 200 000 lumières, je crois, de petites loupiottes qui évoquent les 200 000 morts. Et la perspective avec les raies de lumière crée cette croix qui mène à ce carré. Là, on voit l'éperon qui est au bout de l'île de la Cité. J'ai l'impression qu'il manque des images, là, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'a saisi lorsque j'ai vu ces images, c'est qu'on a l'impression que ces déportés, enfin cette évocation, elle est mise dans le courant de la Seine, qui est donc à Paris, qui est le cœur de l'Île-de-France, donc le cœur de notre pays. On a le courant de ce fleuve qui vient depuis la Bourgogne jusqu'à l'Atlantique, et c'est comme si ce flux régénérant Vienne s'ouvre dans la dualité le long de ce mémorial, et on sent derrière comment
le vaisseau qui est Notre-Dame va attraper toute cette souffrance, va la redresser et va la porter au ciel et la verticaliser. Voilà. Et en ça, je trouve que c'est un monument magistral. Voilà. Si vous ressentez ça, tout le flux de la Seine, cette île de la Cité, si un maître d'œuvre disait la France, je la bâtis là, c'est là où est Notre-Dame. Le bâton du maître d'œuvre se positionne là. Et donc, d'avoir mis ce mémorial-là, avec ce qui a été fait à ce moment-là, ça, c'est vraiment une façon d'équilibrer la dualité. Il y a une douleur innommable et on va y mettre toute l'énergie pour régénérer ça, la résilience de Boris Cyrulnik. Et on va rééquilibrer ça et ça va aller au cœur de Notre-Dame et partir dans le ciel. Et pour faire le lien avec la prochaine conférence, donc avec un architecte qui n'a pas du tout de sensibilité ésotérique, mais vous voyez qu'il a fait un musée Fiat à Turin. Vous avez une Fiat qui flotte dans l'air comme ça. Bon, le Fiat, c'est le oui de la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Voilà, c'est le Fiat Lux de la Bible. Vous avez au Musée des Sciences en Chine la spirale qu'on a vue tout à l'heure avec la façon dont elle peut être informée. Vous voyez qu'il y a des architectes qui n'ont pas du tout de sensibilité, qui ne mettent pas du tout d'informations dans leur projet. Vous avez une façon de s'élever au ciel qui illustre merveilleusement la symbolique de l'échelle de Jacob. Quand Jacob est visité en songe par les anges et qui va... en fait, c'est l'évocation de l'échelle que je disais d'Annick de Souzenel tout à l'heure, de descendre dans ses ombres pour accéder à sa lumière. Et alors là, on a un projet... donc il vous dira le mois prochain s'il parle de ce projet-là. Mais là, on a un projet avec 12 étages. Donc il y a des étages qui sont, on peut dire, dans une espèce de sous-sol. Là, puis on est sur un plan carré, donc on est dans le carré de la Terre. On va monter des étages successifs. On va avoir une belle coupole avec un effet spiralé qui va nous faire le lien avec entre le ciel et la terre. Et puis on a une flèche qui va nous amener à l'unité, et puis on a la formation au sommet de la flèche, voilà, qui est l'ange du projet. Donc il y a ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes vraiment tous des messieurs Jourdain, et que tout ce que j'ai évoqué ce soir, on l'a tous. Voilà. Moi, ce que je viens juste dire, c'est qu'il suffit de rebrancher la prise à la terre, au ciel, et fonctionner et d'élargir notre champ et de faire comme on a fait jusqu'à présent, mais de continuer à créer avec une conscience plus élargie.